bienvenue dans Faites entrer le film, 30e épisode. Salut Olive. Salut Vivien. Salut Kev. Salut Vivien. Comment ça va les garçons? Ça va très bien, et toi? Bah ça va, un peu fatigué. T'as oublié de nous répondre, Olive? Non, je voulais éviter qu'on parle tous les deux ensemble comme on fait souvent, donc du coup ça va très bien, merci beaucoup. Parce qu'au montage c'est chiant. Ouais, je confirme. Ouais bien sûr, moi aussi je confirme, hein, le montage super chiant quoi. Tout le monde sait depuis l'épisode de la semaine dernière la triste vérité. Oui, que je fais tout et que vous appropriez ma gloire. Quel épisode de la semaine dernière? Ah oui, c'est vrai que Vivien il est pas au courant de l'épisode de la semaine Ah bah dernière. oui, ils font des trucs sans moi? Non, attends, il est pas au courant, on lui a demandé l'autorisation, il nous a dit oui, tant que vous parlez pas en mon nom. Exactement. Ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait. Je sais pas ce que vous avez fait, j'ai pas eu le temps d'écouter l'épisode. Vous me faites un peu peur. On se lance direct dedans ou Olive, tu veux nous amener encore pendant 5 minutes sur des trucs à la con? Comment ça, toujours moi, des trucs à la con? Non, on fait ce que tu veux, c'est toi le patron. Mais voilà. Bah, moi, si vous voulez qu'on raconte nos vies, moi j'ai commencé Metroid. Pareil, j'ai commencé Metroid Dread et il est dur. Ah ouais, et il déboîte, hein. Oh la vache. Ok, super intéressant les gars. Bah ouais, écoute, à partir de la semaine prochaine, la chaîne se transforme et on commence à parler de jeux vidéo. Faites entrer le jeu. Felge. Oh, c'est moche. Oh, c'est très moche. C'est vraiment Très laid. bien, on a bien digressé. À toi la parole, Vivien. Bien sûr, On a notre intro. Merci beaucoup. pas de problème. Olive, Oui, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? aujourd'hui nous allons suivre les aventures incroyables d'une bande de jeunes losers persécutés par un clown tueur machiavélique et surnaturel pour les inviter à flotter dans les égouts, endroit discret lui servant de garde-manger ainsi que de tanière. Bienvenue dans Hit chapitre 1. Un film sorti en 2017 de Andrés Muschietti avec un scénario bien sûr à la base de Stephen King, hein, enfin adapté du roman de Stephen King, on ne le présente plus. Un film donc avec Bill Skarsgård dans le rôle de Gripsou en français, Pennywise en anglais. Jaden Martell, Finn Wolfhard, Sophia Lillis, Jack Gyllenhaal, Grazer, je savais pas qu'il avait un troisième nom, White Olef, Jeremy Ray Taylor et Chosen Jacobs. Nos enfants préférés quoi. Quoi d'autre à dire? Une musique magnifique de Benjamin Wallfisch. Ça c'est quand même à dire. J'étais sur Shazam tout le long du film en fait, hein, pour juste récupérer les titres. La musique composée pour le film est excellente. Oui. Du coup, bon, bah, un film qui a rapporté 702 millions de dollars pratiquement pour un budget de 35 millions. Ça va. On part sur un bon délire. Franchement, c'est pas mal. C'est là où tu vois la différence quand il y a des enfants qui jouent et des adultes. Ça te revient moins cher. C'est clair. C'est vrai. Remarque que ces enfants-là étaient déjà un peu stars hein, quand même. Oui. Dont un qui avait déjà son rôle dans Stranger Things. On était déjà sur des acteurs en fait, hein, plus que des pré-acteurs. Ouais, mais je pense qu'un jeune de cet âge-là te revient moins cher qu'un Je mec sais de pas. 20-25 ans qui a le même succès, on va dire. Très bien. Alors lançons-nous droit dans ça. Kev, raconte-nous un peu la première scène, s'il te plaît. Alors déjà, c'est une première scène où il pleut. On voit une maison, la caméra, tac. On voit des mains, tout simplement, qui plient une feuille. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Et il y a deux gamins qui parlent. Georgie et Bill, deux frères. L'autre, il est en train de faire un bateau en papier. Donc il demande à son frère d'aller chercher de la paraffine pour le rendre imperméable. Son frère descend dans la cave, petit moment de stress, parce que la cave n'a pas de lumière, comme dans toutes les caves américaines, dans un film d'horreur. Donc il a peur, il descend, il récupère la paraffine, il la ramène à son frère la badigeonne, et lui dit c'est bon, tu peux aller dehors avec ta frégate USS Georgie. L'autre il dit ok, donc il sort avec son petit... avec son ciré jaune, il pose donc sa frégate sur l'eau avec le courant. Il esquive une première barrière, il se prend la deuxième, petit humour, ça commence bien. Et là, quel est pas le drame? Ouh la vache, putain. Le Wow. français moi aujourd'hui. Et là, ne voyant pas le drame arriver, sa frégate tombe dans les égouts. Il se dit merde, il essaye de regarder dans les égouts. Et là, deux yeux apparaissent. Et c'est pas un chat, c'est un clown. Meilleur endroit pour trouver des clowns, les égouts. Exactement. Normal. Bah, où ça d'autre?
Putain, les Français Bah, ça va être Pas le compliqué. bras arrière là. Ça va être compliqué cet épisode. je sais qu'enregistrer les lundis, c'est chaud, ouais, quand on n'a pas la même énergie. Mais bordel, quelle merde. 18 fautes de français dans 3 phrases. Et c'est même pas à l'écrit. Donc, il rencontre ce clown. Mais clown pas très accueillant quand même, hein, avec une gueule qui fait un peu peur. Il lui dit oui, j'ai pas le droit Georgie, donc lui dit j'ai pas le droit de parler aux inconnus, et lui dit bah je suis Pennywise, tu es Georgie, nous ne sommes plus inconnus, viens avec moi, on va aller dans les égouts, il y a un cirque, il y a de la barbe à papa, il y a du popcorn, pop 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 pop. Georgie qui commence à s'amuser, qui s'ambiance, l'autre qui se calme, ascenseur émotionnel, qui lui dit bon bah maintenant tu viens, en gros Georgie dit qu'il faut qu'il rentre chez lui, il lui attrape le bras, il lui arrache, tant qu'à faire, parce que ça reste un enfant, ça s'enlève vachement vite. Il essaye de s'enfuir, Pennywise l'entend pas de cette oreille, l'attrape, l'emmène dans les égouts, il y a du sang un peu partout. Le seul témoin est un chat, donc ça va être compliqué de l'interroger. La grand-mère voit donc le sang, fin, un long tunnel, enfin les égouts. It est écrit en lettres de sang. Waouh. Merci Kevin. Première scène, donc grosse... Enfin, tout le monde connaît cette scène, et même si tu n'as jamais vu les films, jamais lu les livres, jamais vu aucune œuvre, c'est un peu le genre de scène que tout le monde connaît. Parce que c'est ancré en fait dans l'imaginaire collectif. Quand on te dit ça, tu penses à petite Georgie en ciré jaune se faire arracher le bras. J'ai envie de dire c'est quelque chose de normal. C'est presque rentré dans la pop culture. Exactement. Le Georgie et le bateau et les égouts, voilà, ça fait presque partie de la pop culture. Tant, déjà, ça avait déjà été mis en image dans le téléfilm de 90 ou 91, je sais plus bien. Et de fait, les romans sont quand même archi connus et archi lus. J'aimerais juste recueillir vos petites impressions sur cette première scène, parce que c'est pas dans tous les films au monde, ou du moins c'est pas souvent qu'on nous donne à voir un enfant se faire déchiqueter et mourir en fait. Alors, on le voit pas se faire déchiqueter, on le voit Non. juste avec un bras en moins. On le voit même- juste souffrir le martyr avec un bras en moins. Qui est d'ailleurs une performance incroyable de cet acteur qui est très jeune, je trouve. Mais c'est parce qu'ils lui ont arraché vraiment le bras. Hein. C'est pas de la Ok. comédie. D'accord. J'aimerais juste Parce que moi, je sais que c'est le genre de scène, pareil dans la scène dans Les Dents de la Mer, où l'enfant se fait bouffer par le requin. C'est des scènes qui, comme ça, quand ça touche un enfant, ça me... Ah, voilà, ça me fait froid dans le dos, en fait, vraiment. Je sais pas, pas vous? Disons que voir un enfant se faire tuer de la façon dont il se fait tuer là, ça va me rentrer dans le film plus vite. On va dire que je vais être tout de suite pris. Mais là où je me sens vraiment mal, c'est quand par exemple un chien meurt ou un chat. Non, vraiment, par exemple, Je suis une légende. Quand Will Smith doit abattre son chien, putain, j'en ai encore des frissons quoi. Non, mais là, c'est différent. Quand Will Smith doit abattre son chien est un personnage à part On entière ne pendant touche tout le pas film. aux animaux, c'est C'est tout. différent. Mais là, c'est pas comme si tu le connaissais, Georgie, mais ça, c'est un enfant, quoi. Moi, je sais pas. J'aime pas voir ça, tu vois. Olive? Alors, moi, globalement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, techniquement, d'un point de vue émotionnel. Mais, d'un point de vue cinéma, j'ai trouvé ça vraiment fortement couillu que dans les 3 premières minutes de film. Et sachant déjà ce qu'allait se passer, parce que je connais l'histoire, mais qui te le montre à ce point. Et surtout, encore une fois, avec un étalonnage qui est juste fou, la pluie qui est tellement bien gérée, et voir le gamin qui, en plus, interprète très très bien la douleur, hein, comme on l'a souligné. Ouais. C'est un parti pris hyper intéressant dans les 5 premières minutes de film et j'ai trouvé ça très très kiffant. Je suis d'accord. C'est en effet, comme ça rejoint un peu ce que disait Kevin, du coup, ça te fait rentrer dans le film sans problème, en fait. Hein. Tu vois que c'est joli, tu vois que c'est bien écrit, c'est bien joué. Le gosse, il avait 9 ans. Voire Ok. moins de 9 ans quand Ouais, il a parce tourné que cette il fait- scène. ouais, je 8 pensais, ans peut-être, même. J'aurais dit même peut-être encore plus jeune. Ouais, je pensais Bah, plus jeune. oui. Mais pour le coup, il joue très bien. Il joue il la vit. super bien. Pour le coup, il la vit. Je ouais. pense pardon. Il la vit. Oui, et c'est vrai que c'est couillu d'envoyer autant de violence, et en fait, t'en auras pas beaucoup plus, j'ai l'impression. Enfin, la vraie violence que t'as dans cette scène, c'est la réaction du gamin en vrai. Oui.
Et C'est ça. la mare de sang qui est laissée après, qui te... Si tu Mare ne de sang, connais... ouais. Bah, t'as pas mal de sang, mais qui est dilué Ouais. dans l'eau, certes, mais... Et même si tu ne connais pas l'histoire, t'as aucun doute possible sur la fin de Georgie. Tu sais qu'il est mort. Ah oui, oui, clairement. Cet épisode va être un peu plus particulier parce on va pas avancer comme on a l'habitude d'avancer. C'est un épisode qui est construit. Ce sera un épisode construit sur Faites entrer le film, et qu'est-ce donc Qu'est-ce que tu racontes enfin? Et qu'est-ce que je raconte? Mais ça veut rien dire. Et oui, parce qu'on se lance dans le BTP. Le béton, le ciment, le plâtre, tout ça n'aura plus aucun secret pour vous à partir de la semaine prochaine sur notre Faites entrer Faites entrer le bâtiment. Faites entrer le bâtiment. Qui sera le Felb. mercredi. Felb. Le mardi, on aura donc fait rentrer le jeu vidéo. Ça va être bien, les gars. Ouais, franchement, à nous la YouTube monnaie. Fais le jeu. Ok, alors, oui, donc un épisode construit de nos mains. Et du coup, on va commencer tout de suite. Ça va être construit par étapes, vous allez voir, ça va aller. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus. Vous restez sur Felf. Quoi qu'il en sera, tout sera chapitré dans la description, comme on le fait maintenant Waouh. depuis, et comme ça a été rétroactivement fait sur tous les épisodes. Ah ouais. Ah, incroyable. Quel taf de... Mais la part merci de- Kevin, hein, encore une fois, le préposé au post-prod. montage et tout ça. Hein, voilà. Ah, rendons à César ce qui est à César, ça fait plaisir. Ok. PS, ce n'est pas moi, c'est Olivier. Et après, on va dire que Voilà. je tire toute la gloire à moi et que c'est... Non, voilà. les gens, ils savent déjà tout ça. Comme on pourrait le voir dans beaucoup de films, on va commencer tout simplement par présenter Derry, la ville où se passent ces actions. Parce que c'est une ville assez spéciale, on en apprend un peu sur cette ville. Moi je propose de parler du coup du lieu où C'est tout ça une va ville se de passer. merde. C'est une ville de merde, C'est exactement. une ville Ville où- américaine. Donc déjà, ça commence. Hein. Déjà ça commence, il fait nuit bleue déjà. Il n'y a pas de nuit dans ce film, donc on sait pas. Il n'y a pas d'adultes non plus tellement dans cette ville. Il n'y a pas Si, d'adultes. si, on en voit à un moment donné, arrête. On À voit 53 minutes 10, il y a un adulte dans le fond. on voit deux policiers à un moment donné. Vous voyez, c'est pas parce qu'on C'est chapitre qu'on va pas dire de la merde. Hein. Non mais oui, une ville de merde, mais pourquoi donc? Parce que c'est l'été. Non. Quoi? Oh la vache. Attends. C'est une ville en fait, et ça t'est introduit assez rapidement. C'est une ville où, de manière chronique et réglée comme du papier à musique, énormément de disparitions d'enfants se passent en fait tous les 27 ans. Il y a énormément de disparitions d'enfants, ce qui, et c'est pour ça que ça me fait dire aussi que c'est une ville de merde, n'inquiète absolument personne. J'aime bien comment ça s'est amené quand c'est Ben, on va en parler un peu juste après, dit il y a 6 fois plus de disparitions, nanana, nanana, et ça encore c'est que pour les adultes. Pour les enfants c'est pire qu'en moyenne. Et là tu te dis, déjà 6 fois plus que la moyenne ça fait beaucoup, mais plus que 6 fois plus, et il y a zéro inquiétude, genre il n'y a pas le FBI ou le CIA ou je sais pas les états fédéraux qui interviennent, non c'est... Non mais ce qui est vraiment très drôle sur cette ville, enfin cette petite bourgade, c'est que de base, donc c'était les pionniers, enfin ceux fourreurs. les fourreurs qui sont arrivés. Un soir, ils ont tous disparu. Il y a eu aucune Exactement. trace. Donc déjà, rien que ceux qui ont bâti, qui sont arrivés les premiers sur ce territoire, ont disparu complètement. Donc ça. Tous les pères fondateurs ont disparu. Donc, de base, tu te dis, il y a un terreau fertile ici sur la disparition, ça va le faire. Hein. Tu pourrais presque te dire, mais attends, on dirait le début d'un scénario de Stephen King. C'est incroyable cette C'est ville. bizarre, dis donc. C'est fou. C'est une ville vivante. Enfin, le centre-ville a l'air d'être quand même animé pour une petite ville américaine. Je veux dire, il y a de la vie, il y a tout ça. Mais comme je disais en préambule de ça, les adultes sont absents du film. Alors, je sais que c'est un parti pris et qu'on va suivre vraiment les enfants et que le point de vue de tout le film va être autour des enfants et ce que eux ressentent, ce que eux voient et comment ils gèrent ce qu'ils voient et les péripéties. En fait, tout se passe depuis le point de vue des enfants. Mais enfin, quand même, les adultes, ils sont inexistants. Et le peu d'adultes qu'il y a, parce qu'on en croise quand même quelques-uns, c'est souvent des adultes, ce soit la famille des enfants, et il n'y a aucune famille qui n'est fonctionnelle, dans cette ville. Quand tu vois il n'y a même pas une dizaine d'adultes qui est introduit, hein, on est large. Chaque adulte a un problème, mais tellement maximum que vaut mieux pas qu'il y en ait en vrai. T'as la mère qui est hypocondriaque, t'as un père tyrannique, celui qui fait partie de la police,
T'as donc le père qui a des gestes déplacés envers sa fille. Alors, gestes déplacés. Alors, je crois que dans les livres, c'est plus que des gestes déplacés. Oui. Parce que les livres de Stephen King sont beaucoup violents que ce film. On va reparler de la violence et de la classification de ce Oui, film. c'est pour ça que je veux pas rentrer dans les détails tout de suite. Le seul père, enfin le seul adulte qui a l'air d'être plus ou moins standard, c'est le père de Bill et de Georgie. Parce que quand il s'énerve, la façon dont il s'énerve, ça c'est quand même justifié. C'est normal, quoi. Genre, Ouais, bah il tu dit vois juste ça que dans tous les films où il se passe ça, quoi. il dit juste que Georgie il est mort, il reviendra pas et que pour le bien de la santé mentale de la mère de sa femme, l'autre il faut qu'il démontre tout ce qu'il a fait. C'est le seul père qui a l'air d'être à peu près, on va dire, standard. Mais sinon tous les autres La adultes bibliothécaire, qu'on voit, l'oncle d'un des gamins du film, le Voilà. petit black, là, je sais plus comment il s'appelle, Mike, le pharmacien, tout ça c'est des personnages adultes mais ils sont complètement absents. T'as vraiment l'impression qu'ils sont hors de la situation qui se passe dans la ville et pourtant on est face à des disparitions d'enfants. Et quand on arrive dans le film, on est en plein dans des disparitions d'enfants. Oui, on entre dans ça, oui. la bibliothécaire qui balance le livre sur la table, donc ça fait du bruit. Tu t'as déjà vu ça d'habitude, la bibliothécaire elle dit toujours chut. Et le pharmacien qui est un ultra pervers aussi. Hein. Parce que fait qu'une gamine de 13 ans te fasse du gringue et que tu rentres autant dans le jeu, il y a un souci. Ouais, on a une ville avec globalement une absence de réflexion, en fait. Il y a rien dans la ville à part ses enfants. Et comme tu l'as dit plus tôt, Olive, c'est vraiment un parti pris parce qu'on va suivre les enfants. En parlant d'enfants, parlons de ces enfants-là, on va être présenté à beaucoup de personnages importants. En fait, ils vont tous avoir, à part Bill, du coup, qui est un peu au-dessus, on peut créer une hiérarchie, en fait, de l'importance des personnages, mais on va avoir quand même 7 enfants très importants, Ah, je dirais même 8. avec Henry. Ouais, avec Henry. D'accord, alors on va dire 8. Commençons par Bill. Je vais me permettre de commencer. Bill, donc, il va être défini par son frère, Georgie. Il a donc vécu sa disparition. Il refuse de faire le deuil, en fait. C'est un personnage qui va être vraiment défini par le fait que son frère n'est pas mort, son frère est disparu, et c'est comme ça qu'il voit les choses. Le film va l'amener à donc à un deuil de son frère. Et globalement, c'est un Bagel qui semble intelligent, qui est intelligent, qui fait des plans et tout ça pour retrouver son frère ou pour retrouver les hypothétiques positions de Georgie. Et il va être dans le groupe de potes de base. C'est même un peu le leader du groupe. C'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui indique aux autres ce qu'ils vont faire, où ils vont aller et pourquoi ils y vont. C'est souvent lui qui est l'instigateur des actions qui vont faire à la fois avancer le scénario et la mise en place des péripéties. En fait, Bill, c'est quand même un élément central. Mais en même temps, c'est normal parce que c'est sa quête. Exactement. La quête principale, qui sera donc la recherche de Georgie, en fait. Tout le film tourne autour de cette recherche de Georgie et des enfants disparus, et aussi de Pennywise et de tout ça. Mais ce qui mène Bill et donc les autres enfants du début à la fin du film, c'est vraiment Georgie. Ensuite, moi je vous propose de continuer par le deuxième personnage qui va être présenté dans ce film, juste après l'introduction, ça va être Mike, qui, donc, on va l'apprendre plus tard, a vécu la mort de ses parents dans un incendie, qui va donc être sa grande peur. Alors oui, j'ai pas parlé de la peur de Bill, parce qu'en soi, la peur de Bill, elle n'est pas dite. Je pense que la peur de Bill, c'est le deuil, tout simplement. Bah, la peur de Bill, c'est de pas retrouver son frère vivant, en vrai. Hein. Exactement, ou justement de le retrouver vivant. Je ne sais pas trop, en fait, je la comprends pas trop, sa peur. La peur de Bill, c'est simplement de ne pas retrouver son frère ou de ne pas le retrouver tel qu'il aimerait le retrouver, Oui. en fait, son frère. Et tout au long du chapitre 1, on va suivre Bill et indirectement, on pourrait même reclassifier les 7 phases du deuil qui sont psychologiquement quantifiées et par lesquelles Bill va passer malgré l'ellipse d'un an entre la mort de Georgie et le début du film. C'est vrai. Donc ensuite Mike, sa grande peur bien sûr c'est la mort de ses parents dans un incendie où il n'a pas pu faire et voilà, c'est quand ses parents sont morts dans un incendie, il les a entendus mourir, il les a vus, enfin je sais plus s'il les a vus calciner ou quoi, mais en tout cas voilà. Non, mais il les a vus taper sur la porte. Ouais c'est ça. C'est ça. Traumatisme, peur. Il y a un trait caractéristique de Mike, c'est que c'est un enfant noir dans une ville, Dans les années 80. Et surtout, majoritairement blanche. Ouais, mais il subit le racisme d'un groupe de personnes. Oui, c'est ça, il est complètement persécuté par les adolescents qui persécutent à peu près tout le monde de toute façon dans cette ville. Oui, oui. Bah, Henry et sa bande en vrai. Hein. Oui c'est ça, Henry et sa bande, mais même plus en fait. Il fait les cours à la maison alors qu'il n'a même plus de parents, il fait les cours donc avec son oncle.
qui est, je pense, un des personnages les plus normaux aussi du film, adultes les plus normaux du film. Donc il fait les cours à la maison, donc on comprend, voilà, on est dans une ville, sûrement du sud américain, vu le joli Henry là. Il est noir, on est dans les années 80, bref, en gros, Grosse racisme, grosse ambiance quoi. Donc voilà, lui, ce qu'il a peur, alors au début il a peur d'autre chose, il a peur de tuer. Il est présenté comme un personnage qui doit récupérer un peu la boucherie de son père, et l'abattoir de son père, mais il ne tue pas le mouton, en fait ça va être un énorme fusil de Tchekhov, pour le coup un vrai fusil, non, un pistolet à air comprimé, pour abattre les bêtes. Il ne va pas appuyer, il va être défini par ça aussi, il a peur de la mort de ses parents, et il se cache parce que, globalement, c'est racisme, et il va donc intégrer le groupe d'amis un peu plus tard. On va passer à Stanley. Stanley, c'est le juif du groupe. Je sais pas comment dire ça autrement. C'est sa caractéristique principale, il est qualifié comme ça et toute son histoire va tourner autour de sa bar mitzvah. Donc oui, c'est ça, c'est un enfant juif. Il n'y a pas grand chose à dire, il a peur d'une peinture, une peinture inspirée de... J'ai oublié le nom, mais voilà, si vous voyez le film, vous allez sûrement en trouver. En gros, qui représente une femme déformée jouant de la flûte. C'est pas une vraie peinture, je ne crois pas. Non, c'est pas une vraie peinture, mais c'est inspiré des œuvres d'un peintre. C'est fou parce que s'il a peur de cette peinture qui fait, bon, globalement, c'est un visage un peu déformé, torturé, mais qui ne fait pas trop peur, imagine si c'était du Picasso. Le gamin, il partirait loin, très loin. Après, je pense qu'il y a pas que ça, c'est parce que c'est dans le bureau de son père qui est le rabbin de la ville. Donc il y a une puissance d'autorité aussi, parce que quand on voit qu'il est en train de lire la Torah, parce qu'il fête bientôt sa bar mitzvah, son père est en haut, il est au premier étage, donc il le surplombe totalement. Donc je pense qu'il y a de ça aussi, il y a la crainte de son père, et en plus, dans le bureau de cette personne donc, qui craint un peu, il y a ce tableau qui est pas non plus, c'est pas le tableau que je mettrais en face de mon bureau, quoi. Non, pas fou. Mais c'est ça en fait, comme je suis entièrement d'accord, hein. Il a une crainte, il a peur de son père, il y a aussi la peur de décevoir. Voilà. Et on va vite comprendre aussi que Stanley, dans ses caractéristiques, c'est pas le plus courageux de la bande. C'est celui qui a les pieds les plus sur terre. C'est certainement celui qui va avoir les raisonnements les plus matures. Ce serait le genre de gars dans des séries ou d'autres films qui dirait tout de suite il faut appeler la police. Cette main, c'est pas à nous de mener l'enquête. On appelle la police. En vrai, oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est comme ça je pense qu'il faut caractériser Stanley. Et c'est le personnage le plus effacé du groupe aussi. Oui, tout à fait. On va être introduit ensuite à Beverly. Beverly, on va nous la présenter un peu comme elle est présentée par les rumeurs, c'est-à-dire une fille un peu facile qui se serait tapée tous les mecs du bahut, enfin bref, une fille harcelée, mais on se rend compte qu'en fait elle a l'habitude genre d'être harcelée, c'est difficile à dire en fait, mais elle sait qu'elle est harcelée et elle le vit pas bien, mais elle le vit comme ça parce que elle peut rien faire d'autre. Les rumeurs, c'est les rumeurs. Elle le montre très bien dans le film par son indifférence. C'est-à-dire que la première scène d'introduction à Beverly, elle est enfermée aux toilettes des filles parce qu'elle est en train de fumer sa clope. Il y a la fille de la pharmacienne, du pharmacien qui débarque au collège, puisqu'ils sont tous au collège, et elle remplit le sac poubelle des toilettes de flotte pour le balancer par-dessus les plaques de séparation en fait, des différents chiottes, pour le balancer directement sur la tête de Beverly. Et Beverly, le seul réflexe qu'elle a, c'est de mettre son cartable au-dessus de sa tête pour se protéger, et elle s'en fout, elle est marquée par l'indifférence. Et on comprendra aussi plus tard que vu ce qu'elle vit à la maison, vu ce qu'elle vit à la maison avec son père, c'est le cadet de ses soucis d'être considérée comme une pute. Parlons-en justement, en fait, c'est une enfant donc qui est abusée, ou du moins on va le comprendre, c'est pas montré directement. Mais il y a des abus, je pense même sexuels, sur cette fille par son père. Ou du moins, lui, c'est ce qu'il souhaite. Il y a des gestes. D'ange, le père. Ouais, et puis il y a des gestes ultra déplacés, même si ça va. Oui, bien sûr. Quand il lui caresse les cheveux et qu'il lui dit je veux que tu restes ma petite fille, c'est pas une caresse qu'un père devrait faire à sa gamine, quoi. Elle ressemble trait pour trait à sa mère qui est décédée, et son père en fait met la mort de sa mère sur le dos de sa fille. Et donc déjà il transpose l'image de sa mère sur la gamine, il lui en veut
pour des raisons qu'on n'apprendra pas trop dans le ou les films. Mais au-delà de ça, évidemment, oui, qu'il y a des attouchements. Ce n'est pas montré, mais c'est explicite quand on voit, le comportement de pervers narcissique que va avoir le père sur sa fille. Ouais, on comprend. Et donc, on va l'apprendre plus tard. La grande peur de Beverly, c'est les changements corporels dus à l'adolescence et tout ça. Elle a peur de quoi? Elle a peur de ses cheveux et des poils en général, et elle a peur aussi du sang. Et on apprend ça juste après qu'elle soit passée acheter une boîte de Tampax. Tampon ou serviette hygiénique, enfin voilà. L'arrivée de ces règles fait que ça met en évidence une de ces grandes peurs, comme tu as dit, Vivien. Et cette peur est renforcée surtout par son père, quoi, qui est juste horrible, et je pense que ça doit pas aider, quoi. C'est pas la meilleure situation, quoi. Bah surtout que plus elle grandit, plus elle ressemble à sa mère et plus Ouais. voilà quoi. Son père va enfermer la prison qu'il a déjà sur elle quoi. Ouais, c'est ça. Ensuite, on va passer à Richie. Alors, Richie, comment dire? Qui est mon personnage préféré. C'est le blagueur, il est là pour sortir des blagues à tout bout de champ, mais sinon on connaît ni son passé, ni rien en fait, il a peur des clowns. Il y a 2 choses qui caractérisent Richie, c'est le fait qu'il envoie de la punchline à tour de bras, c'est sa manière à lui de se défendre, globalement, et d'annihiler ses peurs, ou même les peurs du groupe. Et désamorcer toutes les situations graves en vrai. Et l'autre trait caractéristique, c'est ses lunettes, et c'est aussi à ça qu'on va l'identifier. Ses lunettes double foyer, c'est ce qui va nous permettre visuellement d'identifier Richie tout au long du film. Et on va apprendre qu'il a peur des clowns, mais on va pas avoir de scène comme les autres dont on va parler plus tard. Non, et puis la façon dont il sort ça en plus, ça passe presque inaperçu en vrai. Anecdotique. Mais encore une fois, on va parler du fond, et dans le fond de ce qui se passe, comme on a parlé avant, il se passe vraiment quelque chose, et on comprend que lui aussi est atteint par ça. Eddie, mère hypochondriaque, fils hypochondriaque, les gazibos, comme il dit. Il prend des médicaments, il va apprendre plus tard dans le film que c'est du placebo, du coup il va s'engueuler un peu avec sa mère. Et en gros, il prend beaucoup de médicaments pour pas grand chose. Il est censé être un grand allergène, en fait il est grand malade de tout. Il se pense malade parce que sa mère le dit malade, il est surprotégé. Du coup, c'est un peu un peureux du groupe. C'est un peu le peureux, celui qui a peur de tout, mais surtout des maladies. C'est sa plus grande peur. Le lépreux, il va voir apparaître le lépreux quand il va devoir apparaître sa plus grande peur. Caractéristique de sa peur, c'est ça, c'est la maladie, et donc du coup, ça pour provoquer sa peur, va utiliser le personnage du lépreux. Tu dis bien. En dernier enfant du groupe, on a Ben. Ben, c'est le petit gros maladroit. Le nouveau gars qui vient d'arriver dans l'école en fin d'année, il a pas beaucoup d'amis, il passe ses heures à la bibliothèque en train de lire des livres chelous parce qu'il adore les morts d'enfants, et il est amoureux de Beverly. Il a peur de quoi? Lui, il a pas vraiment peur de quelque chose en particulier, juste il va s'en prendre plein la gueule. Voilà. En fait, c'est l'historien presque du groupe, parce que c'est lui qui va les informer qu'il y a des disparitions d'enfants à intervalles réguliers, etc. Parce que c'est un rat de bibliothèque, justement. Et à son arrivée à Derry, qu'on ne voit pas, mais qui nous est exposé dans l'acte 1 du film, dans l'exposition, là, il est arrivé en fin d'année scolaire, etc. Et on comprend qu'il se renseigne sur la ville pour mieux la comprendre, parce que il n'a pas d'amis, donc quitte à être seul, autant rechercher des choses. Et c'est ce qui va le mener aussi à apprendre des choses, à lire des choses sur la ville dans laquelle il vit aujourd'hui, donc Derry, et du coup à s'intéresser à toutes ces disparitions d'enfants. Et c'est aussi un grand fan des NKOTB, des New Kids on the Block. Yeah. Mais surtout que la première apparition donc, de ça sur lui, sa peur, elle est liée à la ville en vrai. Exactement. Oui, tout vrai. À fait. C'est la peur de l'inconnu. Oui, c'est sa ça. Peur à lui, ça va être la peur de l'inconnu. C'est ça. Ensuite, dernier enfant dont on va parler, alors grand enfant, Henry Bowers, qui va être le second grand méchant du film en fait, qui est tout simplement, comment on appelle ça, un harceleur? Non, ça se C'est dit un harceleur, Oui, c'est ça. c'est un gamin qui est encore au collège et qui a 16 ans, on le comprend très bien parce qu'il conduit sa propre voiture, là où les autres enfants qu'on va suivre ont 13-14 ans. Il a une coupe mulet dégueulasse, il a sa bande de potes qui a l'air aussi malin que lui, et il a toutes les tares en fait, il est homophobe, il est raciste. Son père c'est le shérif de la ville, globalement. Qui a l'air d'être un poil autoritaire.
Ah, Un poil, il a l'air un d'être un poil. poil autoritaire, oui, tout à fait, hein. Mais par contre, c'est son père qui va plusieurs fois dans le film désamorcer des situations de tension. C'est-à-dire, à un Ouais. moment donné, Henry chope les losers, donc les gamins qu'on a présentés juste avant pour les emmerder. Son père est sur le trottoir d'en face parce que il fait une ronde ou peu importe. Et d'un simple regard, Henry comprend que il faut lâcher les gamins, tu vois, tout de suite. Henry, la seule chose dont il a peur, enfin, c'est de son père en vrai. La seule chose dont il a peur d'être son père, et l'autre trait caractéristique en fait d'Henry, c'est que ça va être le bras armé de Pennywise dans le film, dans le réel en fait. C'est un personnage réel qui est hanté par Pennywise et qui va comment dire, il va assouvir les basses besognes en fait de Pennywise. Il est là aussi Ouais. pour entretenir et ménager la peur. Mais c'est un gars qui reste violent sans Pennywise, hein. C'est quelqu'un qui va donc frapper des gens, balancer ses mégots sur Mike, graver son nom dans le gras de Ben, vouloir tirer sur un chat. Et là, Kev, je sais que ça te fait mal. Là, ça aurait Là, moi, été ça m'énerve. le truc de trop dans ce film. Il va finir par planter son couteau dans le cou de son père, assassiner son père, et tenter d'assassiner Mike avec le fameux du coup fusil de Tchekhov, le pistolet à piston. Mais il va finir par mourir, et voir un personnage comme ça mourir, moi ça me donne une joie, vraiment, j'ai envie de chanter. Voilà. Mais je C'est ne vrai vais pas qu'il le fait il fait une chute à la fin du film dans le puits, Henry, qui normalement le laisse mort, hein. Et on est Ouais. bien d'accord. Ça se voit qu'elle est violente, ça se voit qu'il se prend les murs, ça se voit il souffre en fait en tombant, tu vois, ça fait mal. Et ça fait plaisir de le voir avoir mal. Maintenant qu'on a présenté nos personnages, on va pouvoir parler des apparitions de Pennywise. Qui est un personnage dont on n'a pas parlé du coup. Un personnage qu'on n'a pas. C'est vraiment pas sympa, Vivien, de se moquer de Bill et de son bégaiement. Le clown. Ouais, voilà, c'est ça. Parler. Pennywise. On ne le présente plus. J'ai envie de dire, il est pareil dans la pop culture autant que Georgie, voire plus encore depuis que l'année de sortie du livre. Je ne sais pas en quelle année. Voire sorti plus ce encore depuis. Ça en fait du longtemps. livre. Écoutez, arrêtez. En même temps, pour le coup, le nom du film c'est ça, et ça c'est lui, donc C'est le personnage principal du film, un peu. Exactement. De l'histoire. Donc, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est globalement une entité maléfique représentée par un clown avec beaucoup de dents, 3 lumières au fond de la gorge, puis parfois des pinces de crabe, des tentacules. Bref. Des bras d'enfant partout, hein. Souvent, quand Ouais, il agrippe ouais. les protagonistes, il agrippe avec sa main et t'as plein d'autres mains, bras qui sortent de ses vêtements de clown. Et à chaque fois, le constat, c'est que ce sont des petits bras et des petites mains d'enfant, en fait. Ce qui rajoute Parce qu'il aime encore bien un petit manger peu les enfants. Ben ouais. Ça, par contre, faudra qu'on m'explique à un moment donné, mais on n'en est pas là. Parlons de Pennywise, qui pour moi, vraiment. Enfin, visuellement, c'est incroyable. La performance de Bill Skarsgård et surtout les costumes de Jenny Bryant, je vais juste balancer des noms comme ça que je connais pas, mais costumes de Jenny Bryant, le maquillage et la performance de Bill Skarsgård, un délice, j'ai envie de dire. Bon, dans mon cas, les clowns, j'aime pas ça. Je suis pas clownophobe parce que globalement, je m'en fous. Mais les clowns, c'est un truc qui m'a jamais fait rire, par exemple. Même étant gamin, ça m'a toujours malaisé presque. Tu vois, c'est ce côté maquillé, je fais poète, je tire sur ma fleur, il y a de l'eau qui sort. Enfin, il y a quelque chose qui a jamais fonctionné dans Waouh, le- je tire sur ma fleur, il y a de l'eau qui sort. Ouais, je sais. La poésie, mon pote, c'est comme ça, hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est j'ai plus en plus souvent l'image du clown un peu triste, et du coup c'est malaisant. J'ai toujours trouvé les clowns malaisants. Mais là, c'est vraiment le pinacle parce que son maquillage, etc., c'est même plus malaisant. Là, il fait peur. De base, il fait peur. Et le look qu'ils lui ont donné pour ce film, contrairement au téléfilm où c'était juste un clown, là, le maquillage avec ces petits traits noirs qui rejoignent, qui partent des commissures des lèvres et qui traversent après les yeux, etc. Un peu un maquillage à la The Crow, mais où tous les traits sont reliés entre eux. Et ce crâne disproportionné, tout ça fait que merde, ça marche super bien. Et puis la façon dont il est filmé. En fait, je pense que on n'aurait pas pu avoir un meilleur clown. C'est pas la première fois qu'on voit un clown qui fait peur, quoi. Mais celui-là,
il fait pas juste peur, il est visuellement effrayant et il a un effet. Moi, son sourire avec ses joues, je trouve ça incroyable. Et ses yeux aussi, il louche toujours, il est toujours en train de loucher, il est... Ah, il louche, il contre-louche, il délouche, il révulse, il convulse, c'est aux petits oignons. Et Kevin, Oui, toi, t'en penses quoi de Pennywise? Pennywise. C'est le clown là. Vaste question. Non, pour le coup, comme toi Olivier, je suis pas fan des clowns. J'en ai pas peur, mais je sais que si dans un film d'horreur il y a un clown, je sais que je risque de passer un moment qui, voilà. Et pour faire la réflexion par rapport à Pennywise du téléfilm, enfin des 2 téléfilms, qui pour moi, j'avais une image qui me faisait plus peur parce que j'étais petit quand je l'ai vu, et donc là j'ai été revoir des images et non, il fait peur parce qu'on le voit petit et parce qu'il est ancré dans le réel. C'est vraiment un mec qui est juste déguisé en clown et qui est ultra effrayant, donc voilà. Mais là, son costume, ses vêtements, c'est des vêtements de clown dans ouais, le téléfilm. Là, c'est pas le cas. C'est un vrai clown. Mais là, Pennywise, il y a tout. Donc le costume est excellent, le maquillage est super, mais tout, sa gestuelle, son sourire, son regard, même son rire, il est horrible. Son rire est vraiment maléfique. Quand il rigole, une scène, la première scène, quand on le voit avec Georgie, quand il rigole avec Georgie, tu sais, quand il parle des popcorn, il fait pop, 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 et il rigole, il arrête de rigoler d'un coup. Rien que ça peut te donner des frissons. Tu te dis, putain, la vache, l'ascenseur émotionnel est... On a l'image d'un clown, et en plus de ça, tu sens qu'il y a un vrai prédateur derrière. Ouais, c'est ça. Et le fait de l'avoir affublé d'un costume de Pierrot le clown, tu sais, comme Pierrot Gourmand les Suisses, vraiment le costume blanc, etc., avec les pompons noirs, ça change tout. C'est pas un clown avec un costume en satin, bleu, jaune, rouge, dépareillé, etc. Là, on a vraiment quelque chose qui est très angélique presque, parce que le blanc sur blanc, maquillage blanc, costume blanc, qui va pas rester blanc longtemps, etc. Mais on a tous ces ingrédients où tu sais que normalement c'est un personnage, le clown, atypique, attachant, etc. Et derrière ce faux masque de la sympathie, c'est le pire prédateur qui soit. Ouais, et puis tu sais, avec ses dents de devant qui sont un peu plus grandes, comme tu sais, ça fait un peu des dents de lapin. En fait, tout. Et une scène, moi, qui m'a pas mal marqué parce que je la trouve vraie. Enfin, il y a 2 scènes avec Pennywise qui m'ont marqué. La première, c'est quand Richie va rentrer dans une salle où il n'y a que des statues de clowns. Et celle-là aussi, elle est ultra malaisante parce que ça fait peur, tout simplement, et avec Pennywise. Et la deuxième que je trouve vraiment excellente, c'est plus tard dans le film, quand Pennywise, il y a donc sa carriole, ça tombe, et comme s'il avait commencé son spectacle, il commence à danser. Ah oui, tout à fait. Et cette scène où tu as le zoom sur lui, la tête qui bouge pas, mais tout le corps qui bouge, tu as presque des frissons, tu dis waouh. Et pour le coup, moi je l'ai vu au ciné, ce film-là. Pareil. Et j'avais vraiment des frissons. Ça m'a transporté pour le coup. Donc Pennywise, en vrai, très bon choix d'acteur et très bon choix de costume et de. Enfin voilà, il est au top en vrai. Ouais. Il survole le truc. Et la scène dont tu parles quand il fait sa danse de Dancing Clown, c'est purement en fait un travail de montage, mais surtout de caméra en fait. Et ce travail associé du coup à la danse, qui est une danse qui est particulière, qui est en fait il est lourd en fait quand il fait cette danse. Il semble lourd et juste avoir le fait que le plan soit concentré sur sa tête et donc le reste du décor, tout ça, ça bouge, son corps bouge, tout ça, tout tremble. En plus de cette performance physique, on atteint vraiment, je pense, quelque chose d'effrayant. Et contrairement du coup au Pennywise du téléfilm, quelque chose d'irréel. Et en fait, c'est le seul truc que moi je peux, on va dire, reprocher à ce clown-là. C'est le fait que il n'existe pas, c'est pas un clown que tu verras dans la rue, ça. Ah non. Ouais, mais cette ville, elle n'existe pas non plus. Enfin, j'espère. La ville de Derry existe, la ville de Derry existe et elle se trouve dans le Maine. Ouais, mais il y a autant de disparitions.
Parce que s'il y en a Moins. autant, c'est effrayant. Mais oui, c'est la différence entre le Pennywise des téléfilms et de maintenant, c'est qu'il y en a un qui est bien plus ancré dans le réel. Parce que c'est un clown que tu peux croiser dans la rue, que l'autre moins. Et les gars, on a parlé assez du clown, je pense. On va pouvoir parler de ses apparitions et on va pouvoir les faire dans l'ordre. On va commencer par Mike. Au bout de 20 minutes de film qui me paraissent très courtes, Mike qui se cache pour rentrer... Enfin, il fuit un peu Le gang de Henry. Voilà, le gang de Alors, racistes. pour recontextualiser, Mike fait des livraisons donc de barbac. Là, il va livrer chez un boucher. C'est Henry qui passe en voiture. Lui se cache. Et donc, c'est l'arrière-boutique du boucher qui est fermée avec une chaîne. Et là, il entend des bruits qui sont sûrement la voix de ses parents. De la fumée, toute la porte vibre, des gens tapent dessus, on voit des mains qui passent, des mains qui carbonisées. Elle s'ouvre et là on va voir Pennywise au fin fond dans une espèce de couloir d'une salle. De la réserve, hein, ouais, de la chambre réserve. froide. C'est l'équivalent d'une chambre froide du boucher en fait. C'est ça. Et ce qui va le sortir de ça, c'est l'arrivée de Henry. Qui essaie de le renverser en voiture et qui lui jette son mégot qui jette le mégot sur Mike. Et qui lui dit sors de la ville, enfin pars de la ville. Donc la première apparition de Pennywise se résume à la peur de Mike, puisqu'on voit des mains calcinées sortir de la porte qui est verrouillée avec cette chaîne. La porte finit par s'ouvrir en grand et on a derrière un grand rideau de bâche un peu épais. C'est un rideau plastique là, lanière, ouais. C'est ça. On voit Pennywise qui danse, qui est un peu suspendu, qui danse Et la scène est suspendu coupée. à un crochet, et ensuite la scène est coupée parce que Henry arrive. Voilà. Ça, c'est la Ça première donne le apparition. Voilà, ça donne le ton et on est qu'à 20 minutes de film en fait. On n'a pas encore présenté tous les personnages. Si, on a déjà vu tous les personnages. On a vu une scène, on a vu leur scène quand ils sortent du collège et qu'ils balancent leurs affaires à la poubelle. C'est ça, exactement. Deuxième apparition, c'est Stanley. Juste après l'apparition de Mike, Stanley récite sa Torah. Son père l'engueule parce qu'il est rabbin et que le fils du rabbin est censé savoir lire sa Torah, mais Stanley il galère. Du coup, il lui dit va ranger la Torah dans mon bureau. Il va dans le bureau de son père, il croise le tableau, il a peur, il le remet droit en affrontant sa peur. Pose la Torah, le tableau tombe, il remet le tableau à sa place après une petite frayeur, et là, la dame à la flûte n'est plus sur le tableau. Ensuite, une porte s'ouvre, il regarde vers la porte, une petite flûte commence à jouer dans le fond. La flûtiste est derrière lui, il se retourne, après qu'elle ait lâché sa flûte, elle lui court après, il ferme la porte. Donc c'est encore une apparition de Pennywise, mais on ne voit toujours pas le clown. Globalement, c'est la peur. Encore une fois, c'est il va être le relais des peurs, se servir des peurs des enfants, mais on ne le voit pas lui encore. Et là, on ne voit pas les clowns, et pourtant plus tard, Stanley va acquiescer quand chacun va dire oh, j'ai vu un clown, machin truc, oui moi aussi. Stanley va dire oui moi aussi. Je pense que ça s'explique et c'est beaucoup mieux expliqué dans le livre. C'est que le clown les hante. Nous, dans le film, on nous montre certains passages de hantise. Voilà, certains passages de hantise, mais le clown les hante depuis bien plus longtemps. C'est pour ça qu'ils sont tous d'accord pour dire que oui, c'est un clown, j'ai vu un clown. Et de toute façon, c'est ce qu'ils disent, justement dans cette scène-là, ils disent que Stanley va dire la femme que j'arrête pas de voir. Donc c'est qu'il l'a vu plusieurs fois, il l'a pas vu juste dans la scène où... Mais en fait ça passe trop discrètement pour le comprendre tout de suite je pense. Troisième apparition, Ben est en train de faire ses recherches à la bibliothèque, demande un livre sur l'histoire du vieux Derry, donc reçoit le livre, si elle lui avait balancé dans la gueule ça aurait été pareil. Tellement. Il lit le livre. Et puis elle lui lâche on est en été, faudrait pas que tu sois dehors avec tes copains. Ouais. S'il est là, c'est qu'il a envie d'être là, connasse. C'est vrai. Excusez-moi. Donc, il va commencer à lire le livre pendant qu'il tourne les pages. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de l'arrière-plan. En arrière-plan, il y a donc une femme qui était en train, dans les plans d'avant, de regarder dans la bibliothèque, qui va se rapprocher très lentement, toujours dans le flou de l'arrière-plan, tout au fond, voilà.
qui va se rapprocher très lentement et on voit sa tête avec un grand sourire, sans que ce soit appuyé. Ce qui est marrant, c'est que elle se rapproche, tout comme son bouquin fait des zooms sur Exactement. un truc. Enfin, une image qu'on ne comprend pas, un arbre, il fait des zooms sur l'arbre à chaque page et on voit une tête Ça ne fonctionne dedans. pas comme ça un livre, hein, vraiment. C'est comme ça que fonctionne le projecteur plus tard dans le film, alors que pareil, ça fonctionne pas comme ça. Mais un livre ne fonctionne pas avec chaque page, c'est un zoom, tu vois. C'est une page, il y a l'image en grand plan, une autre page, t'as l'image Ah, en tu gros sais pas, plan. peut-être que l'auteur de ce livre a voulu faire une blague. Il s'est dit, il faut que je fasse 500 pages. Si j'en fais 150 sur un zoom, ça passe. Enfin voilà, c'est ça. Donc une façon très cinématographique, hein, c'est pas fait en mode oh mince, c'est pas comme ça que fonctionnent les livres, oups, on a fait une erreur. C'est fait exprès. Oui, C'est puis très cinématographique puis la de montrer tension ça de cette monte. façon. Exactement, ça fait monter la tension. Ça, enfin voilà, c'est fait exprès bien sûr. Mais la première apparition de Pennywise pour Ben, au-delà de ça, c'est le ballon qui traverse la bibliothèque et qui va dans la réserve de la bibliothèque. Ben le suit, il trouve des œufs de Pâques fumants, ce qui ne donne pas tellement envie de les manger, commence à les Bah ramasser. attends, faut peut-être expliquer le pourquoi. Bah oui, c'est le background. Voilà, c'est ça. Ce qui était en train d'étudier Ben, c'est l'histoire de Derry, les disparitions, et notamment en 68, je crois. Non, C'est pas au début du siècle. ouais, peut-être. En une certaine année, pendant que des enfants à Pâques cherchaient des œufs dans une usine, l'usine a explosé en tuant et éparpillant 88 enfants sur le domaine. C'est ça, c'est 106 morts, dont 88 enfants, je crois, ou Ouais, voilà. 96, dont 88 enfants. 88. Non, enfants, c'est 88 sûr, mais je crois qu'il y a des adultes aussi qui meurent. Parce qu'il y Ouais, a quand c'est même ça. 10 adultes dans cette ville, faut pas déconner. Il faut pas déconner. Et du coup, là, il va suivre les œufs fumants jusqu'à la salle d'archives, la cave un peu de la bibliothèque, où Ben va entendre un bruit derrière lui, se retourne, et là, il y a un enfant calciné, sans tête, qui descend les escaliers, qui va lui courir après, qui va se transformer en Pennywise d'une façon très... comment dire, ça nous perd un peu dans le labyrinthe des archives. C'est fait pour. On est perdu autant dans l'histoire de Derry que dans les archives, que dans la peur de Ben. Il voit le clown, il court, il se prend la bibliothécaire, et il s'enfuit. Et il se fait choper par Henri. Tant qu'à avoir une journée traumatisante, au moins qu'elle le Tant soit à qu'à fond. passer une bonne journée de merde, autant que voilà, Voilà. qu'elle commence et qu'elle finisse dans la merde. Et du coup, pour se finir dans la merde, il va se faire graver un petit H et un début d'un E, je crois, sur le bide. Et surtout, après cette scène, donc il y a un des potes de Henri qui va se faire attaquer par Pennywise. Et là, Exactement. on Patrick. voit... Voilà, c'est ça, On attend Patrick. pas Patrick tête de- Patrick va se faire attaquer en essayant de suivre Ben, qui a rejoint le groupe d'amis. En voulant il lui va se faire une retrouver- Michael Jackson avec un déo et un briquet. C'est ce qu'il En dit. voulant l'immoler, parce qu'on est vraiment dans une ville de tarés, en voulant immoler le petit Ben, il va se retrouver dans les égouts à le suivre et va tomber face à une horde d'enfants disparus en décomposition. Alors, il va se faire attaquer, il va se faire poursuivre, ensuite Pennywise va apparaître et il va le bouffer. J'ai juste une question. Vas-y, Vivien. Patrick apparaît, donc Patrick voit les enfants en décomposition, se fait un peu attaquer mais fuit. Il n'y a pas d'attaque visuelle ni de bruit, enfin il crie quoi, mais voilà, il fuit. Pourquoi avant de fuir il est normal et quand il fuit il est en sang? Parce Peut-être que qu'il le est monde est une tombé pute. dans l'eau. Ouais, il est tombé dans l'eau. Est-ce que t'es Voilà. déjà tombé dans l'eau? Est-ce que tu as le visage en sang quand tu tombes dans l'eau? Mais T'as peut-être vu l'eau où on est, que... là Déjà dans l'eau, il y a le typhus, il y a le staphylocoque, comme le dit... Je sais plus comment il s'appelle. Eddie. Donc, je sais pas. Mais on sait... Le problème, c'est qu'on sait pas la temporalité qui se passe. On sait pas si c'est juste Très court. en sortant du couloir ou il y a eu d'autres péripéties. Non, alors je pense pas qu'il y ait eu d'autres péripéties. Tu penses pas, tu n'es pas sûr. Ou alors Vivien. ça a été coupé. C'est une Et possibilité. pour moi c'est une séquence qui a été raccourcie parce que pourquoi on mettrait autant de temps sur Patrick alors qu'on s'en bat les couilles? Exactement. Et cette scène te prouve juste une chose, si tu ne le savais pas déjà, c'est que Pennywise, il est dangereux. Si t'étais Voilà, pas encore au courant, il va avec bouffer le premier Georgie, gosse. tout ça, là, lui, il va le niquer quand même. Mais il le mérite, donc c'est pas très grave.
Je propose quelque chose, les garçons, vu le temps déjà passé, tout ça. Si on fait toutes les apparitions de Pennywise, on en a pour à peu près 2h30 d'enregistrement. Je peux faire un grand résumé pour les 5 qui suivent. Eddie arrive devant une maison abandonnée, se fait attaquer par un lépreux, puis par Pennywise qui éclate des ballons, il s'enfuit. Beverly entend des bruits dans son lavabo, balance à un mètre, remonte des poils, du sang. Evil Dead, pluie de sang, la salle de bain est rouge. Son père entre, il voit rien, son père s'en va. Elle est dans le mal. Je vais mettre une parenthèse là-dessus, on y reviendra juste après ton résumé. Billy, il était en train de dessiner Beverly. C'est marrant parce que du coup de l'eau tombe et son dessin devient rouge comme le sang qu'il y a sur Beverly. Enfin bref, Billy va chercher un seau pour la fuite d'eau, voit que la chambre de Billy est allumée, de Georgie est allumée, va dans la chambre de Georgie. Ensuite il y a Georgie qui apparaît, il le suit jusqu'à dans la cave où Georgie lui dit viens on va flotter. Georgie est super creepy, il sourit beaucoup, il crie beaucoup. Pennywise apparaît, éclate Georgie dans la flotte, court après Billy s'enfuit. Ensuite, pendant que Mike se fait agresser, on voit Pennywise qui bouffe un bras de l'autre côté de la rivière. Il se fait agresser par Henry bien sûr. Et ensuite, voilà, c'est tout. Et là, à ce moment-là, c'est là où Mike va faire partie du groupe des losers. Ils ont décidé donc de défendre Mike en balançant des cailloux sur la gueule de Henry et sa bande. Ils réussissent, ils gagnent pour le coup. Ça me fait penser un peu au genre de scène que tu pourrais retrouver dans la guerre des boutons, un peu violente entre enfants qui se cassent la gueule, quoi. La phrase de Richie qui clôture ça en parlant à Henry: va sucer ton père avec ta coupe de mulet, connard. Et j'aime beaucoup. Bah Richie, toujours le petit gars à punchline, quoi. Grave. Olive, tu as ouvert une parenthèse enfin non, tu as mis un petit crochet pour ouvrir une parenthèse, enfin bref, vas-y. Oui, c'est ça, tout à fait, parce que je voulais pas te digresser et t'empêcher de finir ce que tu étais en train de dire. Ce qui est important de noter dans la scène de Beverly, en fait, et parce que c'est le seul moment où globalement on est censé, nous en tant que spectateurs, comprendre quelque chose sur Derry et le fonctionnement des peurs et le fonctionnement de Pennywise, et tu l'as très bien dit. Beverly donc va dans sa salle de bain, entend des bruits dans le lavabo, va chercher un mètre à ruban pour l'enfoncer dans les canalisations en fait du lavabo, essayer de voir si c'était profond pour comprendre d'où viennent ces voix, et en remontant elle va remonter des cheveux, du sang, et après il va y avoir des gerbes de sang qui vont entièrement et intégralement recouvrir tous les murs de la salle de bain. Et son père rentre à ce moment-là parce qu'il entend Beverly crier, pleurer, etc. Et tu le notes bien, son père lui ne voit pas du tout le sang qui recouvre littéralement tous les murs de cette salle de bain. Et toi, en tant que spectateur, tu dois à ce moment-là comprendre que les visions des enfants, et principalement là de ces enfants-là, ne sont visibles que par cet enfant ou les enfants, de manière générale, et que les adultes sont complètement hermétiques à ce qui se passe. Et j'ai trouvé... Alors oui, ayant lu les livres il y a fort longtemps, je savais ça, mais pour un spectateur qui découvre It, je trouve que ça manque un chouille de clarté. C'est parce que c'est expliqué à ce moment-là, et plus jamais, à aucun autre moment, ça revient sur le fait que... Enfin, ça revient là-dessus, en fait. Les visions, enfin les cauchemars et les peurs, c'est que pour les enfants. Les adultes, ne les voient absolument pas. J'ai trouvé ça un chouille dommage, parce que pas assez appuyé. Moi, je suis pas d'accord. C'est expliqué, moi je suis plutôt d'accord avec Olive parce que c'est expliqué avec je un m'en bats les personnage couilles. qui de base est bizarre. Mais attends. Je te laisse la parole du coup, vas-y. Non, vas-y, finis, parce que je pensais pas que t'allais continuer en vrai. C'est expliqué avec un personnage qui de base déjà est pété de la tête. Et du coup, tu peux te dire aussi, ah mais est-ce que c'est Pennywise, est-ce que c'est truc, est-ce que c'est... Tu comprends pas trop, c'est un peu flou je trouve. Bah, moi je trouve pas, parce que c'est désamorcé très vite, dans le sens où elle va appeler tous ses camarades pour l'aider à nettoyer, et eux vont voir tout ça. Vont voir que tout est rempli de sang et tout. Donc mais du coup, à ce moment, bah, moi à ce moment-là, je fais le lien sur le fait que il y a que les gamins qui peuvent voir et vivre ça. Bah vraiment, j'ai pas fait le lien perso. Pour moi, c'est juste le daron qui était chelou ou possédé. Et dans ce cas-là, moi aussi j'ai fait le lien. Et je pense que même si j'avais pas lu les bouquins, j'aurais fait le lien aussi. Mais est-ce que tout le monde va faire le lien ?
Toi, c'est ça. Ça aurait pu être justifié peut-être d'une autre manière. Après, si on est obligé d'accompagner tout le monde et s'il faut voir le film en audio-description pour comprendre le truc, à un moment donné, on met pas de subtilité, quoi. Ce qui me fait après rebondir sur quelque chose, j'aimerais bien, si Vivien est d'accord, qu'on parle un petit peu, avant de filer peut-être plus après vers la fin du film ou autre, sur les petits points qui vont pas dans le film. Est-ce qu'on se ferait pas juste une petite bulle sur les petits points qui vont pas dans le film? Et moi j'en ai Qui un. commence? Moi Vas-y. j'ai un truc à dire. Vas-y. J'ai levé la main. Il y a une scène que j'aime bien et je vais essayer là à chaud de juste la timer pour les gens. Voilà, j'y suis. C'est à approximativement 42 minutes de film. La bande des losers est formée. Il manque que Mike qui est pas là. Ils vont au bord d'une falaise pour sauter et faire un plongeon dans l'eau. Et ils sont tous les garçons, ils sont tous en slip, hein, voilà, et ils regardent la hauteur, hein, et vraiment ils ont un peu peur d'y aller. Sur quoi Beverly les rejoint, elle enlève sans se poser de questions sa robe, et donc elle a un soutien-gorge culotte, voilà. Elle court et elle saute dans l'eau. Très jolie scène, c'est machin, c'est marrant, etc. Et juste après, les enfants, il y en a un, on voit un premier gamin avec une vue très très loin depuis l'eau qui saute. Il y a un fondu, et après on les voit tous en train de s'amuser à faire des batailles d'eau, des petites choses comme ça. Moi, ce qui me pose problème dans cette scène, c'est qu'ils plongent à peu près 10 mètres de hauteur. Et ils ont clairement pas pied quand ils arrivent dans l'eau. Et juste après l'ellipse, quand on les voit s'amuser, ils sont là au pied quasiment de la falaise et ils ont de l'eau jusqu'aux genoux. Mais... Ouais, mais ça tient pas debout ce que tu racontes. Pourquoi ? Parce que, je vais te dire... Ça nage. Oui, exactement. T'as une scène où il nage, tu sais, où t'as pour le coup, merde, je vois pas parce que j'ai le contraire. Au moment où il reste 1h30 et 55 secondes de film, tu les vois nager, parce que moi c'est le contraire. Et tu les vois nager et ça a l'air plus ou moins profond. Tu sais pas en fait où ils sont. Tu les vois nager après qu'ils se soient amusés. Oui, mais après tu revois une scène où ils sont en train de s'amuser. Ah, moi ça m'a crispé, je te cache pas que évidemment Donc, mon cerveau fait le travail. On sait pas où ils sont, on sait pas, enfin voilà. Moi ça m'a fait rire, vraiment ça m'a fait rire parce qu'ils ont vraiment l'air très très près de cette falaise. La façon dont c'est filmé te montre qu'ils sont presque au pied de la falaise, ils doivent être à 5-6 mètres de l'endroit où ils ont plongé, tu vois, dans l'eau. Sauf que ils ont clairement très très beaucoup pied. Et ça c'est le genre de scène qui m'a fait un peu rire. Ça m'a pas sorti du film, c'est juste... Je suis pas du tout d'accord pour le coup. Déjà parce que on en parlera peut-être plus tard, mais c'est ma scène préférée. Et je suis pas du tout d'accord. Je les vois pas du tout. Ouais, la scène où je vois plein de 8 enfants à poil là, c'est vraiment la scène préférée. Et je les trouve pas du tout proches de la falaise. Mais on va continuer dans les points négatifs, si vous le voulez bien. Moi j'ai un point négatif aussi. C'était même pas un point négatif, moi c'était un point un peu drôlesque, tu vois. Ah, drôlesque. Parce que moi là j'allais vraiment partir sur un gros point négatif. Vas-y, point négatif, vas-y on enchaîne. Pennywise. Et alors non, ce film est déconseillé au moins de 16 ans en France, 17 ans aux États-Unis. Mais ce film, j'ai vraiment du mal à le considérer comme un film déconseillé moins de 16 ans. Parce que il est presque jamais violent. Quand il est un peu violent, il y a toujours un petit Richie pour balancer une punch. Il n'est pas si effrayant que ça. Enfin, personnellement, ce film ne me fait pas peur. Et pourtant... je suis pas le grand fan de films d'horreur qu'on regarde tous les soirs, quoi. Et je vais t'expliquer pourquoi, je pense. Eh ben, j'espère bien, parce que j'ai vraiment l'impression de voir un film, et encore plus à la fin, où Ben il fait un bisou pour réanimer Beverly, où on est dans un putain de Disney. Et où tout le long du film, on a un scénario qui fonctionne sur le fait que soit Eddie, soit Mike vont dire oui, non mais la ville est tentée, machin truc, et que après Eddie va à chaque fois faire oh non, Billy t'es où, oh non, Stanley t'es où, oh non, pour avancer dans l'histoire. Ça, plus le fait que ce film ne soit pas violent et soit complètement pour enfants, en fait, j'ai vraiment l'impression de voir un Disney qui est pas mal écrit, qui est juste un peu maladroit. En fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Pas surtout, parce que pour moi, ça reste pas un film pour enfants, et c'est, bon, hormis 2-3 passages Disney, essentiellement le bisou, c'est un film qui joue quand même avec beaucoup sur la tension, le suspense et des peurs. Mais... Le bisou est expliqué par un gamin de 13 ans, en vrai. Oui, bien sûr. Mais toutes les scènes de tension
sont systématiquement désamorcées au moment où elles deviennent intéressantes. Ça va être désamorcé par un cut, par une blague, par une ellipse. À chaque fois que ça devient intéressant et que tu dis putain, j'en veux encore, à chaque fois, il y a quelque chose qui vient perturber l'émotion qui est en train de monter, en fait, moi en tant que spectateur, hein, je parle. Et ça m'énerve. Enfin, ça me sort pas du film parce que le film a d'autres points qui vont m'accrocher. Son jeu, le jeu des comédiens est excellent. L'étalonnage, l'ambiance est super. Mais putain, merde, j'aurais voulu que ce soit un peu plus tendu par moment. Et là, à chaque fois que la tension devient bien, tu te dis putain, on va monter jusqu'au paroxysme. Bah, le paroxysme, il te chie à la gueule. Et après, il y a une blague. C'est vrai. Par contre, tu dis les jeux d'acteurs sont bien. Je suis d'accord pour la plupart. Par contre, Stanley, Ben et Mike, je sais que c'est des jeunes acteurs, c'est des mineurs au moment où ils ont enregistré ce film, mais je les trouve tous dans un ton à côté du reste du film. Pour Stanley, Ben et Mike. Et heureusement, du coup, c'est pas les personnages les plus visibles à l'écran, quoi. Surtout Stanley. Kevin. Ouais, non, juste pour dire par rapport aux ces films d'horreur. Moi, je le vois pas comme un film d'horreur en fait. Je le vois plus comme un thriller psychologique en vrai. Parce que tu vois plus leur peur à eux et la représentation qu'ils en auraient. Et je suis assez d'accord qu'à chaque fois que ça monte en puissance, il y a soit un cut, soit une blague. La blague, ça me dérange pas parce que souvent, pour désamorcer une tension tendue, des personnes vont... Tension tendue. Ouais, j'avais plus... Une situation tendue, des gens vont vont vouloir faire de l'humour pour désamorcer. Moi, c'est un truc que je fais tout le temps. C'est même ce qu'on me disait, Ah bon un de mes défauts, que je ne pouvais pas être sérieux parce que je désamorçais quoi qu'il se passe par de l'humour et donc c'était chiant. Donc ouais, si vous voulez, je vous emmerde. Et Waouh, alors. je fais passer des messages. Non mais Ouais, il fait passer son cœur, il a une histoire, il a un background. grave. Comme Ben, Richie, Billy, je sais plus comment ils s'appellent les autres des To Be Free là. Il a pas de background. Mais enfin si, c'est juste qu'on connaît pas. Mais je le vois plus comme un thriller psychologique et il y a juste une scène moi qui me met mal à l'aise. C'est celle avec Beverly. Quand on a des plans tuyaux, quand on voit le tuyau, ouais, ça me met extrêmement mal à l'aise. Je ne saurais pas dire pourquoi. La claustrophobie, je pense. Ouais, puis je suis pas sûr de l'être, mais en vrai, là, je me sens... C'est vraiment un truc qui me fait presque frissonner. Mais oui, moi, je le vois plus comme un thriller psychologique parce que, pour moi, l'horreur, il n'y est pas. Il manque un petit chouille pour vraiment qu'on ait accès à l'horreur. Juste pour revenir sur les tuyaux, c'est très intéressant. Tout à l'heure, je l'ai pas dit parce qu'on était parti sur autre chose, mais les tuyaux, vus de l'intérieur, ne représentent pas des tuyaux. Ça représente les égouts. Parce que c'est un peu cabossé, un peu caillou, tu vois. Ouais. Ça représente pas du tout des tuyaux. C'est vraiment pas des tuyaux, quoi. C'est vraiment genre une grotte, en fait. Et c'est peut-être aussi ça qui te fait. Peut-être que j'ai été élevé enfant dans une grotte, on sait pas. Ouais, t'es peut-être été élevé par des loups. Ouais, il faudrait que je demande à ma mère. Et non, mais cette scène-là, moi, m'a pas mis mal à l'aise, mais vraiment, il y a un truc, il y a une tension. Toute cette scène-là, il y a une tension parce qu'en plus, je trouve que l'histoire de Beverly est assez lourde comparée à d'autres, on va dire. Et pourtant, on n'en apprend pas grand-chose. Ouais, mais... Enfin, genre, elle est très soft encore. Elle est encore très... Mais tu sais, les non-dits sont vachement explicites, en fait. Là où c'est très fort, c'est que c'est ton imagination qui fait le reste. Ouais. On va te dire, il va y avoir un geste, 2-3 phrases, et ton imagination part du principe que depuis que la mort de sa mère, elle a pris cher. En gros... C'est pas l'expression une image vaut mieux que 1000 mots. Oui, oui. Oui, voilà. Et ton cerveau fait le reste. Et oui, comme vous avez dit, il manque un petit truc pour que ça soit vraiment de l'horreur. Mais pour moi, c'est un assez bon thriller psychologique sur des enfants, en vrai. Ah oui, après, Le film est aseptisé, chipote, hein. c'est ça le mot. Aseptisé aussi, si, c'est ça. Mis à part la scène où il y a à peu trop près 20, enfin la Evil Dead style, il est assez aseptisé, oui. Moi, il y a autre chose on en avait parlé, Kevin, rapidement, je pense que tu étais assez d'accord avec moi, c'est que
bon, je suis pas complètement d'accord avec Vivien sur le jeu des personnages non centraux chez les enfants, type Ben et Stanley, qui est plus effacé. Les personnages sont écrits comme étant plus effacés de base. Du coup, ça me choque pas. Et je trouve que le jeu est très juste chez tous les enfants et que ça fonctionne bien. On va pas reparler de Jack Lloyd dans La Menace Fantôme qui interprétait Anakin, mais il y a un monde, si tu veux, entre des... Bon, ils sont peut-être aussi un peu plus âgés, ces enfants-là, mais bref, peu importe. Mais les réactions qu'ont les enfants, les dialogues qu'ont les enfants, ce ne sont pas des enfants qui parlent. C'est quelque chose qui a été écrit par un adulte, joué par des enfants, pensé pour des enfants. Et ça se sent, je trouve. Des enfants ne réagiraient jamais comme ça dans le monde réel. T'as pas d'adultes dans la ville, mais les gamins sont déjà assez adultes en vrai. C'est l'image que ça te donne. Parce que même les blagues que fait Richie, pour désamorcer, on va dire, les tensions, c'est pas des blagues qu'un gamin de 13 ans dans les années 80 ferait. Non, c'est un gamin de 13 ans d'aujourd'hui qui ferait ça, mais pas dans les années 80. Ouais, mais même pas pour désamorcer des tensions. Il dirait ça juste pour se foutre de la gueule de quelqu'un. Ou alors il a juste beaucoup de réparties. Oui, alors que Richie, c'est vraiment pour désamorcer une tension. Et oui, mais comme tu dis, Olivier, je suis assez d'accord que tu sens que ce sont des gamins qui jouent des répliques presque d'adultes qui ont été écrits par des adultes. Et après, en même temps, c'est compliqué de faire écrire un scénario par un enfant. Hein, mais, Bien sûr, merci d'être d'accord avec moi. Et il y a une dernière chose peut-être, après si vous avez d'autres choses, mais me concernant, une dernière chose, mais ça c'est inhérent au genre, hein, donc pareil, mettez des guillemets sur ce que je vais dire, c'est encore une fois, on est face souvent à des personnages qui prennent systématiquement les décisions les plus connes possibles. Mais parce que tout ce genre de film, enfin Stephen King ou pas, je veux dire, tout ce genre de film et le postulat même de ce genre de film, il faut qu'il y ait des personnes qui prennent des décisions débiles. Sinon, et c'est ce qui va faire avancer le scénario. Hein, c'est ce qu'on appelle les scénarios en scénarium. Tu vois, s'il se passe rien ou que tous les personnages étaient intelligents, le film serait plié en 2 minutes. Et je vais juste prendre un exemple pour expliquer mon propos. Quand ils vont aux friches pour la première fois, toute la bande de losers. Il tombe sur une godasse qui appartient à la gamine disparue, là, je sais plus comment elle s'appelle, elle est juste name drop comme ça une fois ou deux. Betty Ribson. Betty. Il tombe sur cette godasse-là. Une personne, en plus c'est Bill qui la trouve de mémoire. Donc je veux dire, réaction intelligente de ça. Ils finissent leur petite aventure, ils ont la godasse avec eux. Ils vont voir le shérif avec la chaussure en disant... Monsieur le policier, j'ai trouvé ça à cet endroit-là, je pense que ça peut être utile. Et là, on n'en parlera juste pas. Ouais, je suis d'accord, mais... Non, mais on va dire que... Si, bah si, il y a un mais, si je le dis, il y a un mais. Alors, je peux finir mon mais. Le vrai mais, pour le coup, j'ai dit 8 fois, c'est l'arrivée de Ben, qui est l'élément perturbateur. Ben arrive ensanglanté, avec un H écrit sur le truc. Donc, tu peux te dire que les gamins ont zappé l'histoire de la godasse. Non. Bah, Une camarade de classe à toi disparaît. Tu trouves sa chaussure là où tu penses que ton frère décédé il y a 1 an, ou disparu il y a 1 an, aurait pu être retrouvé. Et là, à côté, t'as un gamin qui arrive, il s'est fait agresser. La chaussure, tu la jettes pas. Pourquoi ? Parce que t'as le traumatisme de ton frère qui est décédé, qui est potentiellement aussi ici. T'as le traumatisme de tous tes camarades qui ont disparu, dont ta camarade de classe qui a disparu il y a quelques semaines, et tu viens de retrouver sa chaussure. Je suis désolé, ça s'oublie pas. Mais je suis pas d'accord. Pour moi, tu fais les deux. Tu gardes la godasse avec toi, je suis pas d'accord. Ça reste, et après tu vas ramener la godasse. Ça reste des gamins de 13 ans. Mais ils sont hyper matures pour leur âge. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire. C'est un gamin de 13 ans qui a subi... Enfin, tous ont subi un choc psychologique avec l'arrivée de l'autre. Ils savent en plus qu'il y a sûrement la bande de Henry qui va arriver. Donc s'ils sont dans les parages, ils vont se faire niquer. Il y a tout un truc. C'est pas juste... Ah, ils l'ont pas fait, c'est des gros cons. Je suis pas d'accord. Pour moi, ils l'ont pas fait, c'est des gros cons, quoi. Ouais, mais toi, t'aurais fait quoi à 13 ans ? À 13 ans, si mon frère était décédé 1 an auparavant et que je le cherchais dans cet endroit-là et que j'ai trouvé la chaussure... Tu sais pas parce que t'aurais pas vécu... Tu sais pas ton traumatisme et quel aurait été. Pour le coup, je peux pas dire là-dessus qu'ils sont cons. Je pense que le traumatisme est plus grand que de voir un gamin se faire agresser. Non, parce que tu sais pas comment tu vis ce traumatisme. Le fait que là où ils sont vraiment cons, c'est que dans tous les films d'horreur, c'est quand ils arrivent dans la maison, ils se séparent.
Et ils Oui, le font, alors ça aussi, voilà, ils en le font termes plusieurs de fois. À un moment comportement donné, débile. quand ils descendent du puits, Stanley va partir tout seul. Il va dire vous m'avez abandonné. Mon gars, t'avais juste pas à partir tout seul. T'as juste à te retourner pour voir si les mecs sont là. Et ça, pour le coup, je trouve ça con. Et Le... bah ça pour le coup je trouve ça pas con parce que c'est tout l'intelligence du personnage de Pennywise, c'est d'arriver à prendre les plus faibles un par un pour les écarter du groupe et pour les mettre dans des positions de dangerosité, de décès. Et vraiment, c'est pour moi c'est pas quelque chose qui est mal écrit, qui est mal joué, qui est mal réfléchi, c'est vraiment une capacité du tueur de séparer les faibles du groupe. Encore une fois, et comme je disais au début, c'est inhérent à ce genre de film. Les enfants, quand ils partent au puits et dans les friches pour en terminer avec Pennywise, donc à la fin du film, ils y vont, ils sont au courant de ça et ils le disent même plusieurs fois. Il faut rester unis. C'est parce qu'on est unis qu'on a réussi à le blesser dans la maison. C'est parce qu'on est unis qu'on arrivera à le tuer à la fin du film. Donc, tu pars avec ce postulat-là. Il faut rester unis. Normalement, tu avances tous dos à dos avec des lampes torches dans tous les sens et on ne se sépare jamais. Il n'y a que Beverly qui se retrouve séparé parce que scénario, mais à aucun moment, même si tu vois ton frère, et je comprends encore une fois, hein, Bill voit son frère, donc du coup il a envie, il est attiré par lui, même si normalement tu sais que c'est foutu. Mais ils sont tous séparés alors qu'ils ont conscience normalement qu'il faut surtout pas se séparer et surtout ils ont conscience que ce qu'ils voient n'est pas vrai. Et ils le Et disent aussi plusieurs fois dans le film. pour moi ça c'est expliqué par le simple fait que Pennywise est un être surnaturel et qu'il effectue en attirant ces personnes une forme d'hypnose qui les sépare mentalement du groupe avant de les séparer physiquement. Et pour moi, c'est vraiment, c'est pas expliqué, genre c'est pas dit comme je viens de le dire, mais pour moi, c'est comme ça que je le vois. Et par rapport à ce qu'on disait avant, je trouve ça normal. Et, bah, pas moi, mais après, j'ai fait mon deuil de tout ça, parce que sinon, les films dureraient 5 minutes. Donc, c'est quelque Ouais. chose, moi, qui maintenant, je le prends avec le sourire. Je me dis, putain, mais vraiment, des fois, il y a des réactions de cons, tu vois. Non, mais c'est un Mais c'est cliché des réactions de cons, et c'est un cliché du genre de l'horreur. c'est ça, mais c'est des clichés nécessaires, sinon Oui. le film n'avance pas. S'ils étaient trop intelligents, ils auraient tout de suite été prévenus à la police dès le départ. Les adultes auraient fait une descente. Que tu descendes ou que tu descendes, enfin, que c'est adulte ou enfant, si tu descends dans les friches, à un moment donné, tu vas tomber sur ce tas de cadavres et les gamins qui flottent, et tu vas le voir, ça, c'est physiquement présent normalement. Tu fous le feu. Fin, film a duré 10 minutes. Donc évidemment qu'il faut des personnages qui ont des fois des réactions débiles pour que le film puisse se dérouler normalement. C'est juste qu'au bout d'un moment, moi, voilà, ça me fait rire. Et là encore, dans Hit, c'est globalement bien amené, bien fait. Je trouve. Hein. C'est pas les réactions les plus cons qu'on ait pu avoir dans même d'autres films d'horreur qu'on a déjà traités sur la chaîne. Non, parce que pour le coup, les gamins sont pas cons. Enfin, ils le sont, mais ils ont de la jugeote, on va dire. Le fait de penser que on peut le blesser si on est tous ensemble, le fait que si j'ai pas peur de toi, tu peux rien me faire. Alors pour moi, ça, pour le coup, c'est un défaut, je trouve. Parce que si ça aurait été amené plus sur la longueur, ça m'aurait pas déplu. Mais le fait que d'un coup, je crois que c'est Mike, il se réveille non, c'est Beverly. Elle se réveille en disant Ah, on est restés tous ensemble, si on n'est pas divisé, on peut lui faire mal. Pour moi, là, c'est vraiment, t'as lu le scénario, là. Il y a pas Je de... suis d'accord avec toi aussi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Il y a plein d'endroits, alors, il y a 4-5 moments comme ça dans le film où ils font ça et où je suis complètement sorti de l'angoisse, tout ça, juste pour me dire ah, c'est vrai, c'était ça le scénario, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est le gros point faible, d'après moi, en tout cas, que j'ai ressenti du film. C'est vraiment tous ces passages où ah, mais si, je sais ça en fait, et du coup, si je sais ça, je te le dis, et en te disant ça, j'ai lu le scénario, quoi. Ah, mais il faut que le film ça avance aussi. Et bien sûr. C'est ça le plus gros problème du temps. Enfin, le plus gros problème du film, c'est qu'il dure quand même déjà presque 2h20. Et le 2 dure 2h50, je crois, un truc comme ça. Et c'est déjà pas mal en vrai. Bon, assez digressé sur les points forts, points faibles, on doit avancer dans le film. Donc là, on arrive à la fin du film, ils sont donc dans les friches, dans les égouts. Ils vont donc petit à petit être séparés avec Eddie qui va à chaque fois les rattraper un par un peu. Et donc Stanley va se faire attaquer
par la flûtiste. Ils vont tous un peu se faire, donc ils vont essayer de l'aider. Il y a des embrouilles parce que voilà, tu m'as abandonné. Ensuite, c'est Billy Olive, t'as entendu? qui va être Ouais, j'ai séparé du entendu, mais groupe je en pense fait. que c'est mes chats. Et enfin, je il crois. continue. Bah, ils font pas assez bruit là, tes chats quand même. Eddie va rattraper. Ouais, non, t'as raison. Billy va, Attends. suivre C'est bizarre. Ouais, un peu. Et, Ouais, attends, je vais aller voir. rattraper. Bah, vas-y. C'est vrai que j'avoue, ça fait un peu flipper.